présenter maintenant notre premier intervenant, qui s'appelle Pascal Boniface. Je pense que beaucoup de vous le connaissent déjà. C'est un très grand spécialiste de la géopolitique française. C'est le fondateur et le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'un des plus grands think tanks au monde. Mais il est également expert dans de nombreux autres domaines, dont celui méconnu mais passionnant de la géopolitique du sport. Il est membre au comité d'éthique de la Fédération française de football, et c'est également de football dont il va vous parler aujourd'hui. Il va vous expliquer pourquoi et comment le football a conquéri le monde. Je vous remercie de l'applaudir chaleureusement. Bonsoir à tous. Souvent les journalistes me disent que j'ai deux passions, la géopolitique et le football. En fait, c'est faux. La géopolitique, c'est mon métier. Ma passion, c'est le football. Et donc, j'ai essayé de concilier les deux. Et il y a 21 ans exactement, il y avait une Coupe du Monde en France, qui s'est bien terminée d'ailleurs. Et je suis allé voir deux éditeurs, un éditeur universitaire, un éditeur grand public, pour leur proposer de faire un livre sur football et relations internationales. Et les deux m'ont regardé avec beaucoup de stupéfaction, d'étonnement, en disant non, soit vous faites un livre sur le football, soit vous faites un livre sur les relations internationales, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Aujourd'hui, quand on voit que le tirage au sort de la Coupe du Monde s'est fait au Kremlin, quand on voit les investissements du Qatar sur le Paris Saint-Germain et sur la Coupe du Monde, quand on voit la compétition entre le Maroc d'un côté et cet ensemble bizarre aujourd'hui, Mexique, Canada, États-Unis, pour obtenir la Coupe du Monde 2026, quand on voit comment la Chine investit pour ne plus être ce géant économique et ce nain footballistique, eh bien, on voit qu'il y a des relations entre football et relations internationales et qu'il est difficile de le nier aujourd'hui. Et donc, en fait, le football, c'est de la géopolitique. Pourquoi ? Parce que le sens de la puissance a changé. On est maintenant dans le soft power, dans la puissance douce. Et la façon de s'imposer sur l'agenda international est devenue très différente des méthodes d'avant. Il y a encore, bien sûr, parfois des tentations de vouloir s'imposer par la force, mais le fait de le faire par la séduction, le fait de le faire par l'envie que l'on donne est finalement beaucoup plus rentable et beaucoup plus efficace que de le faire par la seule imposition de la force. On disait autrefois que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de Charles Quint, c'était faux. Il y avait des endroits où le soleil se couchait. Mais quand on regarde une carte des différents empires, eh bien on voit que l'empire du football est réellement un empire universel parce qu'il est vraiment sur l'ensemble du monde. Et si on le compare avec celui qui était auparavant celui de l'empire mongol, on la va sur la carte, on a l'empire de Charles Quint, on a l'empire romain, on voit que ce sont vraiment des mini-empires par rapport au reste. Donc le football est aujourd'hui devenu vraiment universel et si je voulais faire un test, par exemple, je vous demanderais qui connaît Antonio Costa ? Pas grand monde. Qui connaît Cristiano Ronaldo ? Absolument tout le monde. Le premier est un homme tout à fait honorable et loin de moi l'idée de le mettre en cause. C'est le Premier ministre du Portugal qui a relevé son pays, qui lui a redonné une assise économique, qui a mis fin à l'exode qui le frappait. Mais bien sûr, la notoriété du second dépasse toutes les frontières parce que n'importe quel enfant dans le monde sait qui est Cristiano Ronaldo. Dans les années 90, Jacques Chirac était parti faire une tournée en Amérique du Sud et il avait eu la bonne idée d'emmener avec lui Michel Platini. Et bien sûr, tout le monde demandait « Mais qui est le monsieur à côté de Michel Platini ?» Parce que tous les latino-américains connaissaient Michel Platini et bien sûr, moins de monde connaissait le Premier ministre, le président de la France. Alors, comment le football a conquis le monde ? Il est parti d'Angleterre, des collèges anglais, des meilleures écoles anglaises, et puis au fur et à mesure, il est parti à la conquête du monde bien, par les ports, bien sûr. Et les premiers clubs professionnels européens sont des villes portuaires. Barcelone ou Bilbao en Espagne, Le Havre en France, Hambourg en Allemagne, Gênes en Italie. Ensuite, la conquête s'est faite par les chemins de fer, et notamment par les ingénieurs britanniques qui construisaient les lignes de chemin de fer et qui emmenaient avec eux la pratique du football. Par les échanges scolaires aussi, parce que l'élite européenne qui venait en Angleterre étudier repartait très souvent avec un ballon. Mais ensuite, l'accélération de l'expansion du football s'est faite par la radio et surtout par la télévision. Parce que la télévision crée un stade
aux dimensions universelles, où il y a de la place pour tout le monde, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où vous êtes, tout le monde peut prendre place dans ce stade aux dimensions éternelles, totales, qu'est la télévision. Et alors que les responsables du football, initialement, commençaient à craindre que la télévision vide les stades, elle les a en fait remplis, et il y a en fait une sorte de deal gagnant-gagnant entre la télévision et le football. Dès qu'il y a une compétition de football, le nombre de téléviseurs qui sont achetés explose, et comme la télévision permet de regarder le football un peu partout, eh bien, il suscite de plus en plus l'enthousiasme. Le premier match qui a été télévisé en France, il y avait plus de monde dans le stade de Colombes, qui était le grand stade français à l'époque, que de postes téléviseurs achetés en France. Lorsque la Coupe du Monde 1962 a eu lieu, il fallait envoyer les bobines par avion et il n'y avait pas de retransmission en direct. En 1966, début de l'Eurovision, et puis en 1970, la première Coupe du Monde en couleur. Et donc, à partir de là, effectivement, les images sont allées partout et il y a environ plus de 3 milliards de téléspectateurs qui ont regardé la dernière finale de la Coupe du Monde, et on peut penser que la prochaine aura à peu près autant de succès. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le football, c'est simple. Tout le monde connaît les règles, tout le monde sait comment il joue, il suffit juste d'envoyer le ballon dans les buts, et même d'ailleurs s'il n'y a pas de but, on pose 2 t-shirts par terre et on a de quoi jouer. On peut avoir un terrain au format réglementaire, mais on peut également l'avoir aux dimensions adaptées à la taille de l'équipe, parce qu'on peut être 11 contre 11, bien sûr, mais on peut être aussi selon la taille des gens disponibles ou le nombre et la qualité des joueurs. On peut aussi finalement être à des nombres indifférents. Et puis la taille ne suffit pas, ne justifie pas tout. Entre Ibrahimovic qui fait 1m95 et Maradona qui fait 1m66, on voit bien qu'il n'y a pas de prérequis pour jouer au football. Et donc par rapport aux autres sports, il est simple à comprendre, on peut le pratiquer partout. Les autres sports ont besoin d'équipements, parfois coûteux. Le sport, le football est le sport des pauvres, parce que le meilleur joueur de tous les temps a appris à jouer, non pas avec un ballon et des poteaux et du gazon, mais avec une boule de tissu, de chiffon qu'il avait fabriqué lui-même. Et il est devenu le meilleur joueur de tous les temps. Donc c'est comme ça que le football a pu partir, et effectivement, il est à la fois le sport le plus mondialisé, mais il y a quelques différences par rapport aux autres empires qui existent. Le premier, c'est qu'il s'est fait de façon pacifique. C'est le seul empire qui n'a pas été une conquête par les armes, par la force, par le viol des populations et des gens. Les peuples qui, au fur et à mesure, ont reçu le football, ont été séduits par cette conquête et, au fur et à mesure, se sont levés, ont appris d'eux-mêmes, et ça a été fait une conquête dans l'enthousiasme des peuples conquis. Finalement, l'Angleterre a inventé 2 choses au XIXe siècle, a réinventé 2 choses, la démocratie et le football. Eh bien, la démocratie, elle a essayé parfois, notamment en Irak en 2003, de l'exporter par la force. Ça a été un désastre absolu. Elle n'a rien fait pour exporter le football par la force. Il s'est exporté de lui-même, et ce sport a fait effectivement un très beau voyage. Il se joue partout avec peu d'équipements, tout le monde en comprend les règles. Première exception par rapport à la mondialisation. Deuxième exception, on dit souvent que la mondialisation vient mettre en cause l'identité nationale. Le football les renforce. La France est un pays de beaucoup de divisions. Le général de Gaulle disait lui-même qu'il était difficile de diriger un pays qui a 400 fromages, et il y a encore plus d'opinions. Mais à partir du 14 juin, à peu près tout le pays va se rassembler derrière l'équipe nationale, quelles que soient les différences politiques, les différences sociales, les différences de croyances religieuses, quelles que soient les différences de situation, de genre, etc. Et il en va de même dans tous les pays. Dans tous les pays, la Belgique est divisée très fortement entre les Wallons et les Flamands. Leur équipe nationale, les Diables Rouges, est certainement l'un des derniers vestiges qui rassemblent l'ensemble de la population. Les Kurdes ont applaudi l'équipe nationale turque lorsqu'elle était arrivée en demi-finale en 2002. Et donc un peu partout, les divisions nationales très fortes viennent s'effacer, parce que finalement on peut dire que, à la définition classique de l'État, un gouvernement, une population, un territoire, on pourrait ajouter une équipe nationale de football qui vient rassembler. Un État qui vient d'acquérir l'indépendance
soit par la décolonisation, soit par l'implosion d'un empire, comme ce fut le cas en ex-URSS ou en ex-Yougoslavie, va bien sûr demander un siège à l'ONU, mais va également demander un siège à la FIFA et au Comité international olympique, parce que c'est un facteur de ciment national bien plus rapide, bien plus visible, et justement bien plus visible par la télévision, qui permet de rassembler des États qui peuvent être encore fragiles et qui ne savent pas exactement ce qu'est l'idée nationale. Donc un peu partout dans le monde, l'idée nationale est renforcée par l'équipe nationale de football, et il y a même un exemple historique d'une équipe de football nationale qui existait avant l'État. En 1958, une douzaine de joueurs algériens français à l'époque, jouant en France, sont clandestinement partis à Genève puis à Tunis pour former une équipe du FLN. Et pendant 3 ans, alors que la guerre déchirait encore le pays, alors que l'indépendance algérienne n'était pas encore reconnue, eh bien, cette équipe a joué une petite centaine de matchs, mais à chaque fois, le drapeau était levé, l'hymne national était chanté, et donc on peut dire que cette équipe a préfiguré l'existence d'un État en portant les couleurs. Parce que la différence entre le sport et la puissance classique, et j'en viens à ma 3e différence par rapport à la mondialisation, le football n'est pas dominé par les États-Unis. On pourrait dire que l'hyperpuissance du football, c'est bien sûr le Brésil. Mais encore, peut-être que le football est en voie de multipolarisation, avec une demi-douzaine ou une dizaine d'équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale dans la Coupe du Monde qui va commencer au mois de juin à Moscou. En même temps, cette multipolarisation n'est pas tout à fait réellement en marche ou achevée, parce qu'il est probable que le vainqueur fasse encore partie de ceux qui ont déjà gagné la Coupe du Monde et qu'il n'y ait pas de génération spontanée malgré les efforts que peuvent faire certains pays. Mais la différence avec les questions stratégiques classiques, c'est qu'en football, la puissance ne suscite pas le rejet, mais l'admiration. La puissance stratégique, parce qu'elle est souvent le signe d'imposer sa volonté aux autres peuples, soit par le hard power économique ou stratégique, crée bien sûr des résistances. En football, l'hyperpuissance brésilienne suscite l'admiration. Chacun veut la voir jouer, veut l'imiter, et lorsque l'on perd contre elle, il y a moins ce goût de la défaite et ce goût de la déception, parce qu'elle suscite au contraire l'admiration. Donc c'est la 3e différence avec la puissance classique, avec la mondialisation, conquête pacifique, soft power, conquête qui renforce l'identité nationale au lieu de venir la mettre en cause, et une conquête qui se fait douce et qui permet à chacun à peu près d'exister de façon tout à fait égale. Alors il y a encore bien sûr des pages à conquérir. Certainement que les 2 prochaines conquêtes du football sont la Chine, puisque le président Xi Jinping, qui est lui-même un fan de football, mais qui surtout estime qu'il est anormal que le pays qu'il veut voir être la première puissance mondiale soit situé grosso modo au niveau des îles Féroé en termes de classement FIFA, et que la Chine n'a pu participer qu'à une seule Coupe du Monde en 2002, qui était co-organisée en Corée et au Japon. Et donc, comme les pays organisateurs sont qualifiés d'office, une place était libre plus facilement, mais depuis, la Chine n'a plus participé à la Coupe du Monde, et il n'est pas certain qu'elle le fasse encore pour la prochaine édition. Donc, le président Xi Jinping, de façon très rationnelle, a estimé que son pays ne pouvait pas rayonner en étant ridicule dans ce qu'est le sport universel, dans ce qu'est le sport qui est connu de tous et qui va fédérer l'ensemble du monde, parce qu'une fois encore, d'un enfant de 8 ans aux dirigeants d'entreprise, tout le monde connaît les stars du football. Avec la mondialisation, le monde est devenu un village global. Mais qui sont ces villageois les plus connus et les plus populaires? Les footballeurs sont plus populaires que la plupart des hommes politiques, ils sont plus connus qu'eux, et une fois encore, ils ne suscitent pas les mêmes clivages, pour ou contre, parce qu'on peut préférer l'un ou l'autre, mais il y a plutôt une adhésion très largement suscitée. En fait, on pourrait dire que c'est un beau voyage qu'a fait le football depuis le XIXe siècle au XXe, parce qu'il est né dans l'élite anglaise qui voulait rester dans un entre-soi. Lorsque le football arrive, par exemple, au début du XXe siècle en Amérique latine, il est dit que les joueurs peuvent demander des explications à l'arbitre à condition de le faire dans un anglais correct.
Parce qu'au départ, c'est vraiment un sport anglais qui s'exporte et qui reste un sport anglais. Et puis, du fait de son attractivité, il s'est vraiment internationalisé et globalisé. Le sport qui était le sport de l'élite britannique est devenu le sport des pauvres, le sport du peuple, le sport de tous. D'ailleurs, du coup, on s'est réfugié dans le rugby pour faire une distinction sociale par rapport au football. Il est souvent dit que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen, alors que le football est, lui, un sport de gentlemen joué par des voyous. Donc, voyant que le football se popularisait, qu'il commençait à y avoir une classe ouvrière qui commençait à s'approprier le football et même à battre les classes venant des élites, eh bien, on a trouvé d'autres choses pour se réfugier dans un entre-trois social. Le football a aussi fait un beau voyage en termes de lutte contre le racisme, parce qu'au départ, sport de l'élite, eh bien, il reflète les préjugés raciaux. On parle souvent du mythe du Brésil qui est une équipe composite mélangée, mais dans les années 20 du XXe siècle, il y avait au Brésil ce qu'on appelle un décret blancheur. Le football ne pouvait être joué que par des blancs. Et les deux meilleurs joueurs brésiliens devaient se décréper les cheveux et se mettre de la poudre de riz pour pouvoir jouer, parce que quand même leur talent était nécessaire à l'équipe, mais qu'il fallait respecter. Et bien sûr, le décret blancheur a été éclaté par rapport au fait que l'on avait besoin de ces talents. Quand on a Zidane ou Lilian Thuram ou Mohamed Salah, eh bien on ne se demande pas quelle est sa religion, quelle est sa nationalité. C'est le meilleur, on essaie de l'avoir dans l'équipe. Et du coup, le football s'est réapproprié et dans de nombreux pays a permis finalement de faire que les barrières des préjugés raciaux ont été bousculées. Peut-être qu'il faudrait qu'elles soient bousculées dans d'autres domaines, que le football ne soit pas l'un des rares exemples de cela, mais il a permis très souvent de briser les préjugés. Il y a bien sûr parfois encore du racisme dans le football, mais comme l'a très bien dit cet écrivain latino-américain Eduardo Galeano, ce n'est pas le mouchoir qui crée les larmes, ce n'est pas le football qui crée le racisme. Le football en est la victime, mais il est au contraire très souvent un vaccin contre l'ethnocentrisme. Parce que quand on veut un bon joueur, une fois encore, on va l'admirer. Et très certainement, le premier contact qu'aura un enfant au bout de la planète, eh bien, avec un étranger, sera un joueur de football qui ne partage pas sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion. Et d'ailleurs, il se moque de savoir quel est tout cela, parce que tout simplement, il a fait des gestes merveilleux. Et puis, le football, comme le sport en général, est profondément démocratique. Dans le sport, on est ce que l'on est EST, pas ce que l'on est NAIT. C'est un domaine dans lequel, dans le dictionnaire du sport, la lettre T arrive avant la lettre S parce que sans travail, il n'y a pas de succès. Chacun a sa chance. Les réseaux n'existent pas. Ce n'est pas parce que votre Kadhafi a essayé d'acheter un club en Italie pour faire jouer son fils. Il a dû pouvoir jouer 3 minutes, c'est tout, parce qu'il n'avait pas le talent. Et quelle que soit la puissance financière à l'époque de Kadhafi, ça ne marche pas. Donc le réseau, le fait d'avoir de l'entre-gens, ne vous fait pas avoir une meilleure vision latérale du jeu, ni mieux dribbler, et donc c'est finalement quelque chose d'extrêmement démocratique. Et donc dans ce monde qui est un peu déchiré, qui est un petit peu quand même fait de tourments, le football est un peu le sourire de la mondialisation. Certains vont dire c'est un affrontement, oui, mais c'est un affrontement qui est régulé, qui est arbitré, qui a des règles. Les pays en guerre ne viennent pas jouer au football l'un contre l'autre. Et quant à l'argument de dire que c'est l'opium du peuple, c'est exactement l'inverse. À Raqqa, on a commencé à rejouer au football une fois que Daesh a quitté. Les talibans avaient interdit de jouer au football parce que c'est la liberté individuelle et collective, de même que les Shahab en Somalie. Et donc ce sont bien les pouvoirs les plus totalitaires qui empêchent de jouer au football. Dans l'Espagne franquiste, il était interdit de parler catalan, mais dans les travées du Camp Nou, on pouvait protester contre Franco en supportant le Barça contre le Real de Madrid, et on pouvait parler catalan parce qu'on peut contrôler la rue, on ne peut pas contrôler un stade. Donc en fait, le football est une sorte de sourire de la mondialisation, c'est une forme de puissance différente, de puissance douce, c'est un drapeau que l'on hisse avec joie et fraternité, et c'est un moyen de réunir tout le monde parce que plus personne aujourd'hui ne regarde un match seul chez soi. C'est une façon de se rencontrer. On va finalement fraterniser avec la personne qu'on ne connaissait pas 2 minutes avant dans les stades. Et puis, quand on va commencer à regarder les matchs, on va bien sûr le faire soit
dans des endroits de vision collective, fan zone, bar, où on va le faire chez soi en invitant tout le monde. Le football n'est pas une baguette magique, je ne veux pas... il peut avoir des défauts, mais c'est quelque chose, s'il est pris comme un instrument de pacification des relations internationales, de meilleures relations entre les individus, de fraternisation dans un monde troublé, il faut l'utiliser, et c'est ainsi qu'il doit être utilisé. Je vous remercie.